La paisible bourgade de St. Mary Mead dormait profondément sous un ciel étoilé lorsque Miss Jane Marple fut brusquement réveillée par un cri perçant. Son horloge de chevet indiquait 3h30 du matin. Elle se redressa dans son lit, le cœur battant, et tendit l'oreille dans l'obscurité. Le silence était retombé, mais quelque chose d'inhabituel flottait dans l'air nocturne. Miss Marple enfila sa robe de chambre en laine et s'approcha de la fenêtre. À travers les rideaux de dentelle, elle aperçut une silhouette qui courait dans la rue déserte, suivie quelques instants plus tard par une autre forme sombre. La vieille demoiselle plissa les yeux, essayant de distinguer les détails. Mais les ombres avalaient tout. Le lendemain matin, tout le village bruissait d'une nouvelle extraordinaire. Le docteur Pemberton, un éminent scientifique retiré qui vivait dans le manoir des Cèdres depuis 2 ans, avait été retrouvé mort dans son laboratoire privé. Ce qui rendait l'affaire encore plus mystérieuse, c'était l'état du corps. Le docteur, qui avait 75 ans, présentait l'apparence physique d'un homme de 40 ans, à peine. Miss Marple écoutait attentivement les ragots au bureau de poste lorsque l'inspecteur Craddock de Scotland Yard arriva au village. Il connaissait bien la perspicacité de la vieille dame et vint la consulter dès le premier jour. Elle lui raconta ce qu'elle avait vu pendant la nuit, et ensemble, ils se rendirent au manoir des Cèdres pour examiner la scène du crime. Le laboratoire était une pièce vaste et moderne, remplie d'équipements scientifiques sophistiqués. Des éprouvettes brisées jonchaient le sol, et une odeur chimique âcre imprégnait l'atmosphère. Sur une table centrale reposait un cahier de notes, dont plusieurs pages avaient été arrachées. Miss Marple remarqua immédiatement des traces de brûlures récentes dans la cheminée. L'inspecteur Craddock expliqua que le docteur Pemberton travaillait sur un sérum expérimental de rajeunissement cellulaire. Ces recherches, bien que controversées dans la communauté scientifique, avaient attiré l'attention de plusieurs investisseurs fortunés. 3 personnes séjournaient au manoir cette semaine-là. Sa nièce Clara, son assistant le jeune docteur Hartley et un mystérieux homme d'affaires du nom de Monsieur Blackwood. Miss Marple observa attentivement les lieux, ses yeux perçants ne manquant aucun détail. Elle remarqua une tache étrange sur le tapis, des marques de pas inhabituelles près de la fenêtre et surtout une photographie déchirée sous un meuble. En la ramassant délicatement, elle reconnut le visage d'une femme élégante qu'elle avait déjà vue quelque part. L'énigme venait de commencer, et Miss Marple sentait que cette affaire serait l'une des plus complexes qu'elle ait jamais eu à résoudre. Le secret du rajeunissement du docteur Pemberton cachait bien plus qu'une simple découverte scientifique. Il y avait là un mobile pour le meurtre, et la vieille dame était déterminée à démêler cet écheveau de mensonges et de secrets. Miss Marple et l'inspecteur Craddock décidèrent d'interroger les 3 personnes présentes au manoir la nuit du meurtre. Ils commencèrent par Clara Pemberton, la nièce du défunt, une femme d'une 40aine d'années au visage sévère et aux manières guindées. Elle les reçut dans le salon, assise raide comme un piquet sur le canapé victorien. Clara expliqua qu'elle était venue rendre visite à son oncle pour discuter d'affaires familiales. Elle admit sans détour qu'elle espérait hériter de sa fortune considérable, mais nia fermement avoir eu quoi que ce soit à faire avec sa mort. Elle affirma avoir dormi toute la nuit et n'avoir rien entendu d'inhabituel jusqu'au cri de la gouvernante au petit matin. Miss Marple l'observait avec attention, notant chaque geste nerveux, chaque hésitation dans sa voix. Quelque chose dans le témoignage de Clara sonnait faux, mais la vieille dame ne pouvait pas encore mettre le doigt dessus. Elle remarqua que les mains de la femme tremblaient légèrement lorsqu'elle parlait de son oncle. Le docteur James Hartley fut le suivant à être interrogé. C'était un jeune homme brillant d'environ 30 ans, aux lunettes rondes et à l'air perpétuellement distrait. Il avait travaillé comme assistant du docteur Pemberton pendant 2 ans et semblait sincèrement bouleversé par la mort de son mentor. Ses yeux étaient rougis, comme s'il avait pleuré. Hartley raconta que le docteur Pemberton avait fait une percée majeure dans ses recherches quelques jours auparavant. Il avait réussi à créer un sérum qui inversait effectivement le processus de vieillissement cellulaire.
Le docteur l'avait testé sur lui-même, d'où son apparence rajeunie. Mais Hartley insista sur le fait que la formule n'était pas encore stable et comportait des risques importants. Le jeune assistant admit qu'il était dans son laboratoire, jusqu'à minuit, cette nuit-là, travaillant sur des calculs. Il avait ensuite regagné sa chambre et ne s'était réveillé qu'au matin. Il semblait sincère, mais Miss Marple nota qu'il évitait de croiser son regard lorsqu'il parlait de ses activités nocturnes. Y avait-il quelque chose qu'il cachait? M. Blackwood, le mystérieux homme d'affaires, se révéla être un personnage énigmatique, grand, distingué, avec des tempes grisonnantes et un costume impeccable. Il dégageait une aura de pouvoir et de richesse. Il expliqua qu'il représentait un consortium d'investisseurs intéressés par les recherches du docteur Pemberton. Il était venu négocier l'achat des droits sur le sérum de rajeunissement. Blackwood affirma qu'il était dans sa chambre toute la nuit et qu'il n'avait rien vu ni entendu. Cependant, Miss Marple remarqua une égratignure fraîche sur sa main droite et de la boue séchée sur ses chaussures, pourtant cirées avec soin. Lorsqu'elle lui fit remarquer ces détails, il expliqua qu'il avait fait une promenade dans le jardin avant le dîner. Mais était-ce vraiment le cas? Le lendemain, Miss Marple demanda à l'inspecteur Craddock la permission d'examiner plus attentivement le laboratoire. Elle avait l'intuition que des indices cruciaux leur avaient échappé lors de la première visite. L'inspecteur, connaissant son talent pour observer les détails, accepta volontiers de l'accompagner. Dans le laboratoire, Miss Marple se dirigea immédiatement vers la cheminée, où elle avait remarqué les traces de brûlure. En fouillant délicatement dans les cendres, elle découvrit quelques fragments de papier partiellement brûlés. Avec précaution, elle les sortit et tenta de déchiffrer les mots encore lisibles. Il s'agissait de pages du cahier de notes du docteur Pemberton. Les fragments révélaient des formules chimiques complexes et des observations sur les effets du sérum. Mais plus intéressante encore, Miss Marple put lire quelques phrases complètes. Les effets secondaires sont plus graves que prévu. Clara ne doit jamais savoir. Si je meurs, détruire toute trace de... Le reste était illisible, consumé par les flammes. L'inspecteur Craddock examina les éprouvettes brisées sur le sol. L'analyse chimique préliminaire avait révélé des traces du sérum de rajeunissement, mais aussi d'une substance inconnue. Le médecin légiste avait confirmé que le docteur Pemberton était mort d'un arrêt cardiaque, mais les circonstances suggéraient qu'il avait pu être empoisonné ou que son propre sérum avait provoqué une réaction fatale. Miss Marple s'intéressa ensuite aux marques de pas près de la fenêtre. Elles étaient petites, certainement celles d'une femme, et menaient du jardin vers le laboratoire. Quelqu'un était entré par la fenêtre cette nuit-là. Mais qui? Clara portait la bonne pointure, tout comme la gouvernante, Madame Fletcher, que personne n'avait encore interrogée. En examinant le bureau du docteur, Miss Marple découvrit un tiroir secret, dissimulé sous un faux fond. À l'intérieur se trouvait une liasse de lettres attachée par un ruban rouge. Les lettres étaient signées E.V. et dataient de plusieurs années. Elles parlaient d'amour, de regrets et de secrets à garder. La dernière lettre, récente, contenait une menace voilée. « Si tu ne me rends pas justice, je révélerai tout. » L'inspecteur Craddock lut les lettres avec attention et fronça les sourcils. Qui était cette mystérieuse E.V. Et quel secret le docteur Pemberton gardait-il depuis tant d'années? Miss Marple examina l'écriture élégante et penchée. Elle avait déjà vu cette calligraphie quelque part. Mais où? Soudain, Miss Marple se souvint de la photographie déchirée qu'elle avait trouvée sous le meuble. Elle la sortit de son sac à main et la regarda à nouveau. La femme élégante sur la photo avait environ 50 ans, avec des yeux tristes et un sourire mélancolique. Au dos de la photographie, partiellement effacée, on pouvait lire « Eliza Vaughan, 1998 ». Le mystère s'épaississait. Miss Marple décida qu'il était temps d'interroger Madame Fletcher, la gouvernante, qui avait découvert le corps. C'était une femme robuste d'une 50aine d'années, au visage rond et aux mains calleuses. Elle travaillait au manoir depuis l'arrivée du docteur Pemberton et connaissait bien les habitudes de la maisonnée. Madame Fletcher reçut Miss Marple dans la cuisine,
autour d'une tasse de thé. Elle semblait nerveuse et gardait les yeux baissés en parlant. Elle raconta qu'elle se levait toujours tôt pour préparer le petit déjeuner et que c'était en passant devant le laboratoire qu'elle avait remarqué la porte entr'ouverte. En entrant, elle avait trouvé le docteur Pemberton effondré sur sa table de travail. La gouvernante admit qu'elle avait entendu des voix cette nuit-là, vers 3 heures du matin, des voix en colère qui venaient même du laboratoire. Elle avait reconnu celle du docteur, mais l'autre voix était étouffée, et elle ne pouvait dire s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. Elle n'avait pas osé descendre pour voir ce qui se passait, de peur de s'immiscer dans les affaires de son employeur. Miss Marple posa alors la question cruciale. Connaissait-elle une certaine Eliza Vaughan? Le visage de Madame Fletcher pâlit instantanément. Après un long silence, elle finit par avouer qu'elle connaissait effectivement ce nom. Eliza Vaughan était une ancienne collaboratrice du docteur Pemberton, 25 ans auparavant, à l'université de Cambridge. Selon Madame Fletcher, dont la sœur travaillait à l'université à cette époque, il y avait eu un scandale. Eliza et le docteur travaillaient ensemble sur des recherches révolutionnaires, mais leurs expériences avaient mal tourné. Un accident de laboratoire avait gravement blessé Eliza, la laissant défigurée. Le docteur Pemberton avait quitté l'université peu après, et Eliza avait disparu de la circulation. La gouvernante ajouta un détail troublant. Quelques jours avant sa mort, le docteur Pemberton avait reçu une visiteuse, qu'il avait reçue en privé dans son bureau. Une femme élégante, voilée, qui était restée environ 1 heure. Madame Fletcher ne l'avait pas vue de près, mais elle avait remarqué que le docteur semblait très agité après son départ. Miss Marple demanda si Madame Fletcher avait remarqué quelque chose d'inhabituel dans le comportement des invités. La gouvernante hésita, puis admit que le docteur Hartley et Clara avaient eu une dispute violente 2 jours avant le meurtre. Elle ne connaissait pas le sujet de leur désaccord, mais elle avait entendu Clara accuser Hartley de vouloir voler les recherches de son oncle. De plus, Madame Fletcher avait vu M. Blackwood fouiller dans le bureau du docteur pendant que celui-ci était au village. Lorsqu'elle l'avait surpris, il avait prétendu chercher un stylo, mais elle était certaine qu'il mentait. Elle n'en avait pas parlé au docteur Pemberton, ne voulant pas créer de problème. Avant de partir, Miss Marple remarqua que Madame Fletcher portait des chaussures dont la pointure correspondait aux empreintes près de la fenêtre du laboratoire. Lorsqu'elle le fit remarquer, la gouvernante rougit et admit qu'elle était effectivement sortie dans le jardin cette nuit-là, incapable de dormir. Mais elle jurait sur sa vie qu'elle n'était pas entrée dans le laboratoire et qu'elle n'avait rien à voir avec la mort du docteur. Miss Marple était convaincue que la clé du mystère résidait dans le passé du docteur Pemberton et sa relation avec Eliza Vaughan. Elle décida de mener sa propre enquête et demanda à son neveu, Raymond West, écrivain à Londres, de l'aider à retrouver des informations sur cette femme mystérieuse. Raymond contacta ses relations dans le milieu universitaire et réussit à obtenir des archives de l'université de Cambridge. Les documents révélaient qu'Eliza Vaughan avait été une brillante chercheuse en biochimie, travaillant aux côtés du jeune docteur Pemberton sur des expériences de régénération cellulaire. Leur collaboration avait été couronnée de succès jusqu'à l'accident fatidique de 1988. Selon les rapports officiels, une explosion dans le laboratoire avait gravement brûlé Eliza au visage et aux mains. L'enquête avait conclu à un accident, mais des rumeurs persistantes suggéraient une négligence du docteur Pemberton. Eliza avait intenté un procès, mais celui-ci avait été réglé à l'amiable et elle avait signé un accord de confidentialité en échange d'une somme importante. Miss Marple apprit également qu'Eliza Vaughan avait ensuite vécu recluse dans un petit cottage près de Brighton, refusant tout contact avec le monde extérieur. Les voisins la décrivaient comme une femme amère et solitaire, qui portait toujours un voile pour cacher ses cicatrices. Mais le plus troublant était qu'Eliza avait disparu de son cottage 3 semaines auparavant, sans laisser d'adresse. L'inspecteur Craddock, informé de ces découvertes, lança immédiatement un avis de recherche pour Eliza Vaughan. Si elle était vraiment à St. Mary Mead la nuit du meurtre,
Elle était certainement leur principal suspect. La vengeance était un mobile puissant, surtout après 25 ans de souffrance et d'isolement. Miss Marple se rendit à la bibliothèque du village pour consulter de vieux journaux. Elle trouva un article de 1998 sur l'accident, accompagné d'une photographie d'Elisa avant l'incident. C'était une belle femme, aux traits délicats, avec des yeux intelligents et un sourire confiant. Quel contraste avec la femme voilée et amère qu'elle était devenue. En lisant l'article, Miss Marple remarqua un détail intéressant. Elisa Vaughan avait une sœur cadette, Victoria, qui était également mentionnée. Les deux sœurs étaient très proches, et Victoria avait publiquement accusé le docteur Pemberton d'avoir ruiné la vie de sa sœur. Mais aucune information récente sur Victoria ne figurait dans les archives. Miss Marple réfléchissait intensément. Si Elisa était venue au manoir cette nuit-là, comment était-elle entrée? Qui avait-elle rencontré? Et surtout, était-elle vraiment capable de meurtre après toutes ces années? La vieille dame avait l'impression que des pièces importantes du puzzle manquaient encore. Le lien entre le passé et le présent devait être plus complexe qu'il n'y paraissait. L'inspecteur Craddock reçut un appel du notaire du docteur Pemberton, maître Thornbury, qui souhaitait rencontrer les personnes concernées pour la lecture du testament. Cette réunion promettait d'être révélatrice des véritables motivations des uns et des autres. Miss Marple fut invitée à y assister en tant qu'observatrice. La lecture du testament eut lieu dans le grand salon du manoir. Clara, le docteur Hartley, Monsieur Blackwood et Madame Fletcher étaient présents, tous tendus et nerveux. Maître Thornbury, un homme âgé aux lunettes en demi-lune, ouvrit solennellement l'enveloppe scellée. Les premières dispositions furent sans surprise. Des legs généreux à des œuvres de charité et à l'université de Cambridge. Madame Fletcher recevait une rente confortable pour sa fidélité, mais la suite laissa l'assemblée bouche bée. Le docteur Pemberton léguait la majeure partie de sa fortune et tous ses droits sur le sérum de rajeunissement à une certaine Victoria Hartley. Le docteur James Hartley devint livide. Il admit, sous le regard accusateur de tous, que Victoria Hartley était sa mère. Elle était en réalité Victoria Vaughan, la sœur cadette d'Elisa. Il avait caché ce lien de parenté lorsqu'il avait postulé comme assistant du docteur, sachant que celui-ci n'aurait jamais accepté de travailler avec un membre de la famille Vaughan. Clara Pemberton explosa de colère. Elle accusa son oncle de l'avoir trahi et le jeune Hartley d'avoir manipulé un vieil homme pour s'approprier sa fortune. Elle menaça de contester le testament, affirmant que le docteur n'était pas dans son état normal au moment de la rédaction, probablement à cause des effets du sérum de rajeunissement. Maître Thornbury précisa que le testament avait été rédigé seulement une semaine avant la mort du docteur, mais qu'il avait pris toutes les précautions nécessaires pour s'assurer de la lucidité de son client. Il ajouta une information capitale. Le docteur Pemberton lui avait confié que c'était sa façon de réparer l'injustice qu'il avait commise envers les sœurs Vaughan. Miss Marple intervint alors pour demander au docteur Hartley pourquoi il avait caché l'identité de sa mère. Le jeune homme, les larmes aux yeux, expliqua que sa mère avait passé sa vie à prendre soin de sa sœur défigurée, sacrifiant sa propre carrière scientifique. Quand Elisa était finalement décédée d'un cancer 6 mois auparavant, Victoria lui avait fait promettre de découvrir si le docteur Pemberton éprouvait des remords. Hartley admit qu'il était venu travailler pour le docteur dans l'intention de se venger, mais qu'avec le temps, il avait découvert un homme tourmenté par le poids de sa culpabilité. Le docteur lui avait confié la vérité. L'accident n'était pas de sa faute, mais il avait couvert une négligence d'Elisa elle-même pour protéger sa réputation. Cependant, le remords l'avait rongé pendant 25 ans. Cette révélation changeait complètement la donne. Si Eliza était morte 6 mois auparavant, qui était la femme voilée qui avait rendu visite au docteur et qui avait écrit les lettres menaçantes signées E.V., Miss Marple sentait que le mystère était loin d'être résolu et que les véritables coupables jouaient encore un jeu dangereux. Après la lecture du testament, Miss Marple demanda à parler en privé avec le docteur Hartley, dans la bibliothèque du manoir.
Le jeune homme s'effondra dans un fauteuil, épuisé émotionnellement. Il était temps qu'il révèle toute la vérité, car Miss Marple sentait qu'il cachait encore quelque chose d'important. Hartley admit qu'il avait menti sur ses activités la nuit du meurtre. Il n'était pas dans sa chambre comme il l'avait prétendu. En réalité, il était dans le laboratoire avec le docteur Pemberton, l'aidant à préparer une nouvelle dose du sérum. Le docteur avait insisté pour le tester à nouveau, malgré les avertissements de Hartley sur les risques. Le jeune homme raconta qu'une dispute avait éclaté entre eux. Le docteur voulait perfectionner la formule avant de tout révéler, tandis que Hartley craignait que les effets secondaires ne soient mortels. C'était cette dispute que Madame Fletcher avait entendue vers 3 heures du matin. Finalement, Hartley était parti en claquant la porte, laissant le docteur seul dans son laboratoire. Miss Marple l'écouta attentivement, puis demanda pourquoi il avait brûlé les pages du cahier de notes. Hartley la regarda, stupéfait. Il n'avait rien brûlé du tout. Lorsqu'il avait quitté le laboratoire, le cahier était intact sur la table. Quelqu'un d'autre était donc venu après son départ et avait détruit des preuves cruciales. Pendant ce temps, l'inspecteur Craddock interrogeait Clara Pemberton de manière plus agressive. Face à l'évidence qu'elle n'hériterait pas de la fortune de son oncle, la femme commença à craquer. Elle finit par avouer qu'elle avait effectivement menti sur ses activités nocturnes. Elle ne dormait pas paisiblement dans sa chambre. Clara expliqua qu'elle avait entendu la dispute entre son oncle et Hartley. Inquiète, elle était descendue pour voir ce qui se passait. À travers la porte du laboratoire, elle avait entendu son oncle parler au téléphone avec quelqu'un, évoquant un rendez-vous imminent. Puis, elle avait vu Hartley sortir en trombe. Elle était restée cachée dans le couloir, trop effrayée pour intervenir. Quelques minutes plus tard, Clara avait vu une silhouette s'approcher de la fenêtre du laboratoire depuis le jardin. C'était une femme, mais dans l'obscurité, elle ne pouvait identifier son visage. La femme avait ouvert la fenêtre et était entrée. Clara, terrifiée, s'était enfuie dans sa chambre, sans demander son reste. Elle avait menti par peur d'être impliquée dans le meurtre. Miss Marple réfléchissait intensément. Tous les témoignages concordaient. Maintenant, une femme mystérieuse était entrée dans le laboratoire après le départ de Hartley. Mais qui était-elle? Madame Fletcher avait nié être entrée et Eliza Vaughan était morte. Le dernier suspect féminin était Victoria Hartley, la mère du jeune docteur, qui n'était pas au manoir cette nuit-là. Ou du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Miss Marple demanda au docteur Hartley l'adresse de sa mère. Il fallait absolument parler à Victoria pour éclaircir sa présence ou son absence la nuit du meurtre. Le jeune homme sembla hésiter, puis finit par donner une adresse à Londres. Miss Marple et l'inspecteur Craddock décidèrent de s'y rendre immédiatement. L'appartement de Victoria Hartley se trouvait dans un quartier élégant de Kensington. Une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants et au regard intelligent, leur ouvrit la porte. Elle ressemblait étrangement à la photographie d'Eliza avant l'accident, mais en plus âgée et avec une expression plus douce. Elle les invita à entrer avec un sourire triste. Victoria admit immédiatement qu'elle était bien allée au manoir des Cèdres, la nuit du meurtre. Elle avait reçu un appel urgent du docteur Pemberton vers minuit, lui demandant de venir le voir de toute urgence. Intriguée et inquiète, elle avait pris sa voiture et était arrivée vers 3 heures du matin. Le docteur lui avait demandé de passer par le jardin et d'entrer par la fenêtre du laboratoire pour éviter d'attirer l'attention. Lorsqu'elle était entrée, Victoria avait trouvé le docteur Pemberton très agité. Il lui avait montré les résultats de ses dernières expériences et lui avait révélé quelque chose d'extraordinaire. Le sérum de rajeunissement fonctionnait, mais il pouvait aussi guérir les tissus cicatriciels. Il aurait pu sauver le visage d'Eliza s'il avait réussi à le développer plus tôt. Le docteur était en larmes, rongé par le remords. Il expliqua à Victoria qu'il avait passé 25 ans à tenter de racheter sa faute. Le Nouveau Testament était sa façon de s'assurer que Victoria et son fils bénéficient de sa découverte. Mais il y avait un problème. Quelqu'un d'autre convoitait le sérum et était prêt à tout pour s'en emparer. Victoria raconta que le docteur Pemberton lui avait confié qu'il était menacé. Quelqu'un lui avait envoyé des lettres signées UV,
se faisant passer pour Elisa, exigeant la formule du sérum ou menaçant de révéler un terrible secret. Le docteur savait qu'Elisa était morte, donc quelqu'un d'autre usurpait son identité pour le faire chanter. Miss Marple sortit alors les lettres trouvées dans le bureau du docteur. Victoria les examina attentivement et déclara qu'elle ne reconnaissait pas l'écriture. Ce n'était ni celle de sa sœur, ni la sienne. Quelqu'un avait délibérément imité le style d'Elisa pour manipuler le docteur, mais qui connaissait suffisamment bien l'histoire des sœurs Vaughan pour orchestrer un tel stratagème. Victoria ajouta un dernier détail crucial. Lorsqu'elle était repartie du manoir vers 4 heures du matin, le docteur Pemberton était vivant. Il lui avait promis de contacter la police le lendemain pour dénoncer le maître chanteur. Elle était partie par la fenêtre comme elle était venue, laissant le docteur seul dans son laboratoire. Quelqu'un d'autre était donc venu après son départ et avait tué le docteur entre 4 heures et le moment où Madame Fletcher l'avait découvert. L'inspecteur Craddock demanda à Victoria pourquoi elle n'était pas venue témoigner immédiatement. Elle expliqua qu'elle avait eu peur d'être accusée du meurtre, n'ayant aucun témoin de son alibi. De plus, son fils ignorait sa visite au manoir, et elle ne voulait pas le mêler à cette histoire sordide. Mais maintenant que la vérité éclatait, elle était prête à assumer sa présence sur les lieux. De retour à St. Mary Mead, Miss Marple était convaincue que M. Blackwood cachait quelque chose d'important. Son comportement, ses mensonges évidents, et surtout sa présence au manoir, précisément, au moment où le docteur Pemberton était sur le point de révéler le maître chanteur, ne pouvait être une coïncidence. Il était temps de le confronter directement. L'inspecteur Craddock convoqua Blackwood au commissariat pour un interrogatoire formel. Cette fois, l'homme d'affaires distingué perdit de son assurance. Face aux preuves s'accumulant contre lui, l'égratignure sur sa main, la boue sur ses chaussures, et maintenant le témoignage de Madame Fletcher, l'ayant surpris à fouiller le bureau du docteur, il comprit que le mensonge ne servirait plus à rien. Blackwood admit qu'il n'était pas vraiment un homme d'affaires, représentant un consortium d'investisseurs. Il était en réalité un détective privé, engagé par une société pharmaceutique pour enquêter sur les recherches du docteur Pemberton. Sa mission était de déterminer si le sérum de rajeunissement était réel, et si possible, d'obtenir la formule par n'importe quel moyen. Il expliqua qu'il avait effectivement fouillé le bureau du docteur, mais n'avait rien trouvé d'intéressant. La nuit du meurtre, il était sorti dans le jardin vers 3h30, incapable de dormir. C'est là qu'il avait vu Victoria Hartley entrer par la fenêtre du laboratoire. Curieux, il s'était approché et avait écouté leur conversation à travers la fenêtre entr'ouverte. Blackwood avait entendu le docteur Pemberton parler du maître chanteur et mentionner qu'il soupçonnait quelqu'un du manoir. Le docteur avait dit « Je sais qui tu es, maintenant. Ton erreur a été de mentionner ce détail, que seule une personne très proche pouvait connaître. » Mais avant que le docteur ne révèle le nom, Victoria était partie, et Blackwood n'avait rien appris de plus. L'homme admit également qu'il était retourné au laboratoire, après le départ de Victoria, vers 4h15. Il voulait profiter du fait que le docteur était seul, pour tenter de le convaincre de vendre la formule. Mais lorsqu'il s'était approché de la fenêtre, il avait vu quelque chose qui l'avait glacé d'effroi, une silhouette penchée sur le corps effondré du docteur Pemberton. Cette personne fouillait frénétiquement le laboratoire, ouvrant des tiroirs, feuilletant le cahier de notes. Blackwood n'avait pas pu voir son visage clairement dans la pénombre, mais il était certain que c'était une personne du manoir. Terrifié d'être accusé du meurtre s'il était découvert, il avait fui dans sa chambre sans faire de bruit. Il avait gardé le silence depuis, par lâcheté et peur des conséquences. Miss Marple l'écouta attentivement, puis demanda si cette silhouette était un homme ou une femme. Blackwood hésita, puis répondit qu'il ne pouvait en être sûr, mais la stature et les mouvements suggéraient c'est plutôt une femme de taille moyenne. Cela éliminait le docteur Hartley, mais pas Clara ou Madame Fletcher. Le cercle des suspects se resserrait. L'inspecteur Craddock décida de garder Blackwood en détention pour complicité et obstruction à la justice. Bien qu'il n'ait pas tué le docteur, son silence avait permis au véritable meurtrier de couvrir ses traces.
Miss Marple, quant à elle, sentait qu'elle était sur le point de résoudre l'énigme. Un détail lui échappait encore, mais elle savait qu'il était là, sous ses yeux, attendant d'être découvert. En rentrant au manoir, Miss Marple demanda à voir à nouveau les lettres du maître chanteur. Elle les étudia longuement à la lumière de la lampe, comparant l'écriture avec d'autres documents trouvés dans le manoir. Soudain, ses yeux s'illuminèrent. Elle venait de comprendre. L'écriture ressemblait à celle d'Elisa, parce qu'elle avait été copiée à partir des anciennes lettres que le docteur conservait, et elle savait exactement qui avait eu accès à ces lettres. Le lendemain matin, Miss Marple demanda à l'inspecteur Craddock de réunir tous les suspects dans le salon du manoir. Clara, le docteur Hartley, Madame Fletcher et même Victoria, venus spécialement de Londres, étaient présents. L'atmosphère était tendue, chacun se demandant ce que la vieille dame avait découvert. Miss Marple commença par récapituler tous les éléments de l'affaire. Le sérum de rajeunissement, l'accident d'Eliza Vaughan, 25 ans auparavant, les lettres de chantage, les mensonges de chacun, et enfin, la nuit du meurtre avec ses multiples visiteurs au laboratoire. Chaque personne présente avait un mobile et une opportunité, mais une seule avait réellement commis le crime. Elle expliqua que la clé du mystère résidait dans l'identité du maître chanteur. Cette personne connaissait intimement l'histoire du docteur Pemberton et d'Eliza Vaughan. Elle avait accès aux anciennes lettres conservées dans le bureau du docteur et avait pu copier l'écriture d'Eliza. De plus, elle savait que le sérum de rajeunissement valait une fortune et voulait s'en emparer avant que le docteur ne modifie son testament. Miss Marple se tourna alors vers Madame Fletcher, qui devint livide. La gouvernante avait travaillé au manoir pendant 2 ans, ayant tout le temps nécessaire pour fouiller dans les affaires du docteur. Sa sœur avait travaillé à Cambridge à l'époque de l'accident, lui donnant accès à tous les détails de cette histoire. Elle connaissait les habitudes de chacun et pouvait se déplacer dans le manoir sans éveiller les soupçons. Madame Fletcher nia énergiquement, mais Miss Marple continua implacablement. La gouvernante avait menti sur ses activités nocturnes. Elle n'était pas simplement sortie dans le jardin. Elle était bien entrée dans le laboratoire. Les empreintes près de la fenêtre correspondaient à ses chaussures, et Blackwood avait vu une femme de stature moyenne fouiller le laboratoire après la mort du docteur. Tous les indices pointaient vers elle. Sous le poids des preuves et des regards accusateurs, Madame Fletcher s'effondra en larmes. Elle avoua avoir écrit les lettres de chantage, espérant effrayer le docteur et le forcer à lui donner de l'argent. Elle avait des dettes de jeu importantes et était désespérée, mais elle jura qu'elle n'avait pas tué le docteur Pemberton. Lorsqu'elle était entrée dans le laboratoire, vers 4h30 du matin, il était déjà mort. Miss Marple secoua doucement la tête. Ce n'était pas Madame Fletcher qui avait tué le docteur, mais elle n'était pas non plus complètement innocente. En entrant dans le laboratoire après la mort, elle avait trouvé le cahier de notes et avait compris sa valeur. C'est elle qui avait arraché les pages contenant la formule du sérum et tenté de les brûler dans la cheminée, espérant pouvoir les vendre au marché noir. Madame Fletcher admit avoir paniqué en découvrant le corps. Au lieu d'appeler à l'aide, elle avait saisi l'opportunité de voler la formule. Mais dans sa précipitation, elle n'avait pas remarqué qu'elle laissait des traces et des témoins. Son avidité l'avait perdue. L'inspecteur Craddock l'arrêta immédiatement pour vol, destruction de preuves et tentative de chantage. Mais si Madame Fletcher n'était pas la meurtrière, qui avait réellement tué le docteur Pemberton? Miss Marple se tourna lentement vers la dernière personne qui n'avait pas encore été complètement disculpée. La vérité était sur le point d'éclater, et elle serait plus choquante que tout ce qu'ils avaient imaginé jusqu'à présent. Miss Marple regarda Clara Pemberton droit dans les yeux. La nièce du docteur s'agitait nerveusement sur sa chaise, ses mains tremblantes, trahissant son anxiété. La vieille dame expliqua calmement que Clara était la seule personne dont l'emploi du temps de la nuit du meurtre n'avait jamais été vérifié de manière satisfaisante. Clara avait prétendu être restée cachée dans le couloir, après avoir vu Hartley partir et la femme mystérieuse entrer. Mais personne ne pouvait confirmer sa version des faits. De plus,
Elle avait un mobile puissant, l'héritage. Elle savait que son oncle envisageait de modifier son testament en faveur de Victoria Hartley, et elle était désespérée à l'idée de perdre la fortune familiale. Miss Marple révéla alors le détail crucial qui avait tout déclenché. En examinant à nouveau la photographie déchirée d'Eliza Vaughan, elle avait remarqué quelque chose sur le bord déchiré, une autre main, tenant celle d'Eliza. En reconstituant mentalement l'image complète, Miss Marple avait compris qu'il y avait une troisième personne sur cette photographie, quelqu'un qui avait été délibérément découpé. Cette personne était Clara, elle-même. Elle avait été l'assistante d'Eliza Vaughan à Cambridge, avant l'accident. C'était elle qui, par négligence, avait causé l'explosion qui avait défiguré Eliza. Le docteur Pemberton avait couvert Clara, sa propre nièce, en prétendant que c'était la faute d'Eliza. Mais le poids de ce secret et la culpabilité l'avaient rongée pendant 25 ans. Clara se leva brusquement, son visage déformé par la rage et le désespoir. Elle admit tout. Oui, c'était elle qui avait causé l'accident, et son oncle l'avait protégée en détruisant sa propre réputation. Mais récemment, le docteur avait voulu révéler la vérité, incapable de supporter plus longtemps le mensonge. Il avait dit à Clara qu'il modifierait son testament et confesserait tout à la police. La nuit du meurtre, après avoir vu Victoria partir, Clara était effectivement entrée dans le laboratoire. Elle avait supplié son oncle de garder le secret, mais il avait refusé. Dans un moment de panique et de rage, elle avait saisi une fiole contenant une substance toxique du laboratoire et l'avait versée dans le café que le docteur était en train de boire. Le poison avait agi rapidement, provoquant l'arrêt cardiaque. Clara s'était ensuite enfuie dans sa chambre, terrifiée par ce qu'elle avait fait. Elle avait espéré que la mort serait attribuée aux effets secondaires du sérum de rajeunissement. Mais elle n'avait pas prévu que tant de personnes se déplaceraient dans le manoir cette nuit-là, ni que Miss Marple dévoilerait tous les secrets si minutieusement cachés. L'inspecteur Craddock arrêta Clara Pemberton pour le meurtre du docteur Pemberton. Tandis qu'on l'emmenait, elle se retourna vers Miss Marple avec un regard mêlé de haine et de respect. « Comment avez-vous su » demanda-t-elle. Miss Marple répondit simplement. « La vérité finit toujours par éclater, ma chère. Les mensonges, aussi bien construits soient-ils, laissent toujours des fissures. » Le mystère du rajeunissement était résolu. Le sérum du docteur Pemberton, qui aurait pu révolutionner la médecine, était perdu avec la destruction des notes essentielles. Victoria et son fils héritèrent de la fortune du docteur, comme celui-ci l'avait souhaité, une dernière tentative de réparer les torts du passé. Miss Marple retourna à sa paisible existence, à Sainte Mary Mead, sachant qu'une fois de plus, la justice avait triomphé, même au prix de révélations douloureuses et de secrets longtemps enfouis.